Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualités sociales, culturelles et scientifiques. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. Et nous commençons ce tour d'horizon en nous arrêtant en Thaïlande. En effet, les autorités du pays ont décidé de réouvrir leurs frontières aux touristes étrangers, et ce, à compter du 1er novembre 2021. Ceci étant, cette autorisation souffre encore de quelques conditions qui peuvent s'avérer contraignantes, puisque seuls les touristes vaccinés et en provenance d'une liste restreinte de 63 États auront la possibilité de visiter le pays sans obligation de quarantaine. Je vous rappelle que jusqu'alors, la Thaïlande faisait partie des pays les plus contraignants en matière de quarantaine. Il fallait en effet respecter une période d'isolement de 15 jours dans un hôtel reconnu par les autorités locales, et ce, sans avoir la possibilité de sortir de sa chambre. Depuis le 1er novembre 2021, les voyageurs vaccinés devront malgré tout passer une nuit dans un hôtel dans l'attente du résultat de leur test de dépistage du Covid-19 effectué à leur descente d'avion. Pour les visiteurs en provenance d'un pays ne figurant pas sur la liste des pays reconnus comme sûrs, ils devront rester 7 jours consécutifs dans un hôtel sans possibilité de voyager sur le territoire. Ces mesures, se voulant moins contraignantes, elles ont pour objectif de relancer l'activité touristique dans le pays. Après un pic de 40 millions de touristes en 2019, ce chiffre est tombé à 6,7 millions en 2020. L'économie du pays a donc été logiquement impactée par ce repli. La Thaïlande a enregistré sa pire récession depuis 20 ans en cédant 6,1% par rapport à l'exercice 2019. Cette nouvelle mesure devrait permettre au PIB de croître de plus de 3,5% en 2022 selon les autorités locales. En l'absence de cette manne financière, les projections sont évidemment moins importantes puisqu'elles sont comprises entre 0,5% et 1%. Ceci étant, je vous rappelle que ce matin, l'ensemble des bourses mondiales fait face à un repli généralisé dû à l'émergence d'un nouveau variant. Retour en France, où depuis 1999, le 25 novembre, se déroule la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Plus largement, cette journée est l'occasion de sensibiliser et de mobiliser autour des violences conjugales. Pourquoi avoir choisi la date du 25 novembre ? Eh bien parce qu'en 1960, 3 femmes dominicaines, les sœurs Mirabal, furent tuées sur les ordres du chef de l'État. En octobre 1999, les représentants de l'État dominicain et 74 États membres réunis pour la 54e Assemblée générale des Nations Unies proposent alors de faire de cette date du 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis, chaque année, États et gouvernements sont incités à organiser lors de cette journée des événements pour sensibiliser, alerter, informer sur ce fléau des violences faites aux femmes. Dans une étude publiée en août 2021 par le ministère de l'Intérieur et intitulée « Étude nationale sur les morts violentes en 2020 », il ressort que 125 morts violentes au sein du couple ont été recensées par les services de police et unités de gendarmerie contre 173 l'année précédente, ce qui fait qui représente une baisse de 28% et 48 victimes en moins. Même s'il s'agit du chiffre le plus bas enregistré depuis le début de l'étude 2006, c'est une demi-bonne nouvelle puisque les victimes sont encore bien trop nombreuses. Et malheureusement, comme les années précédentes, les femmes sont les principales victimes car on compte 102 victimes en 2020 contre 146 en 2019. En 2020, le nombre d'hommes victimes est de 23 contre 27 en 2019. Les femmes représentent donc plus de 82% du total des victimes. On marque une pause et on revient tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs. A tout de suite. Nous finirons cette revue de presse sur une note un peu plus rigolote, mais bon, à condition de ne pas se les jeter à la figure. En effet, depuis les confinements, les Français ont redécouvert les pantoufles. Les ventes de chaussons, charentaises ou autres souliers d'intérieur ont réalisé des taux de croissance compris entre 20 et 50% selon les fabricants et selon les distributeurs. J'en veux pour preuve cette boutique à Marseille, la boutique Grousson, qui a vu son chiffre d'affaires chaussons grimper de plus de 40% depuis la fin du confinement. Mais dès lors, quelles sont les raisons d'un tel engouement, d'un tel succès? Eh bien tout simplement l'envie de télétravailler confortablement avec des chaussons aux pieds et d'acheter du Made in France. Je vous retrouve dans un instant dans vos chaussons sur le TV Finance et le JT Vu d'ailleurs. A tout de suite sur TV Finance.
Merci de rester fidèle au JT Vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle émotionnelle et de ses limites. Et pour cela, j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Laurence De Villers. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous êtes également membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alisten. Et vous avez également trouvé le temps d'écrire des livres puisque vous êtes autrice du livre Les robots émotionnels, publié aux éditions de l'Observatoire. Brièvement, vous êtes... On pourrait vous considérer comme une spécialiste des interactions homme-machine. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un avis du CNPEN, le Comité national pilote d'éthique du numérique, rendu au Premier ministre le 9 novembre dernier et dont l'objet est les enjeux éthiques appliqués aux agents conversationnels. Avant de rentrer dans le détail, Madame De Villers, comment définiriez-vous la notion d'intelligence artificielle émotionnelle ? Alors l'intelligence artificielle, c'est une discipline avant tout, un champ d'activité où on crée des machines qui sont capables de percevoir, de raisonner d'une certaine manière à partir de règles ou d'un grand nombre de données et qui sont capables d'avoir des actions langagières ou des actions dans le monde réel si on les embarque dans des robots. Alors quand on parle des émotions, c'est en fait une discipline qui s'appelle l'intelligence affective et qui va avoir trois grandes technologies. La technologie qui est de détecter les émotions des humains à partir d'informations qui sont liées à l'audio, liées au langage ou liées à la façon dont vous réagissez. Et puis un raisonnement autour de ces systèmes avec les émotions et puis peut-être de la génération d'empathie, un système qui vous dirait je vous aime, vous êtes formidable. D'accord, donc en fait, du coup, l'intelligence artificielle et la notion d'empathie sont deux notions complètement associables. Très brièvement, on simplifie énormément tout ce qu'on modélise, donc on ne va pas dire que les machines ni sont émotionnelles, ni ressentent, ni comprennent ce qu'elles font. Mais on peut leur apprendre à comprendre justement. Non, on peut leur apprendre à imiter. D'accord, à partir d'algorithmes, j'imagine. Non, à partir les algorithmes font une chose, mais c'est surtout les données en fait qui nourrissent ces systèmes qui vont avoir cet effet d'améliorer le système, de lui apprendre. Évidemment, ça n'apprend pas comme un enfant. Ça, c'est un leurre. Un enfant, il apprend en touchant, il apprend dans le monde en sentant les choses, et il apprend très vite. La machine, elle apprend par essai-erreur, par changement des poids internes de son système, très lentement, et à partir souvent de supervision de l'humain. C'est-à-dire qu'on lui donne un ensemble de données, on donne un ensemble de labels qu'on veut qu'elle apprenne, une donnée égale une étiquette verbale, et par exemple un signal audio en disant là c'est de la peur ou là c'est de la colère, et la machine va apprendre le lien entre les deux. D'accord. Mais on ne sait pas du tout comment elle le code. D'accord, elle peut pas apprendre par elle-même, cette machine ? Elle pourrait, on l'a vu avec Tai de Microsoft, elle était capable d'apprendre, de s'adapter au langage des interactants sur Twitter, et en fait elle avait dérivé assez facilement parce que sur le moment, il n'y avait pas de règles de contrôle de ce qui se passe. Et en fait l'éthique c'est ça, c'est de se doter en fait d'une science capable de contrôler ce que vont faire ces systèmes pour essayer d'éviter les biais de discrimination, pour essayer d'éviter que la machine parte dans le décor, vous dit je veux aider les humains, et puis 24 heures après vous dites vive Hitler. Ouais, c'est mal. C'est mal, disons, à quoi ça sert ? Je pense qu'un banquier qui prend un système comme ça pour le mettre à l'usage de ses clients, il a envie d'avoir la dernière technologie qui existe, mais également qu'elle marche et qu'elle ne parte pas dans le décor. Et comme ces systèmes ne sont absolument pas conscients, et qu'en fait ils moulinent de la pensée calculante, c'est-à-dire des algorithmes qui vont à toute vitesse regarder les similitudes, les séquences de mots, les probabilités d'apparition d'un mot ou d'une phrase après une telle phrase dans la conversation, on ne sait absolument pas comment le système va prédire quelque chose. D'accord, ok, je comprends, mais donc du coup... C'est très nouveau, juste les systèmes, jusqu'à présent, n'ayez pas peur, votre banquier, votre assureur a un système qui est piloté par des règles. Donc il sait très bien ce que peuvent être les réponses. Maintenant, ces technologies transformers qui débarquent sont le Graal pour tout le monde, parce que ça peut générer à la volée des phrases inédites et qui pourraient avoir un sens dans le contexte. Je comprends, vous parlez d'agents conversationnels, du coup on peut imaginer des applications. J'ai fait quelques recherches, vous parlez de la santé, du domaine de l'EHPAD notamment, donc on peut imaginer que des agents conversationnels puissent entretenir des conversations avec des patients. Donc on en revient quand même à cette notion, finalement, quand vous parlez d'éthique, c'est le grand public qu'il faut protéger, qu'il faut éduquer finalement face à ça. C'est pour ça qu'on essaie de faire des normes et des lois, c'est pour protéger le grand public qui est dans une asymétrie de savoir et de pouvoir
énorme, sans s'en rendre compte. Le consentement, par exemple. Qu'est-ce que le consentement? Lorsque je consens à ce que utiliser Facebook, je donne tout. Et donc, je ne me rends pas compte, en fait, que derrière, on va profiler ma façon d'interagir, de me comporter sur Internet pour m'envoyer de la publicité ciblée. On ne se rend pas compte que les news que je vais regarder vont être exactement ça. Et bien, dans le langage, ça va être la même chose. Et on sait que l'interaction par la voix, c'est le futur. On va avoir beaucoup plus d'interactions. On le sait déjà avec sa voiture, sa montre, tout un tas d'objets autour de nous, l'IoT, et avec lequel on va interagir de façon naturelle avec la voix. Alors, c'est à la fois intéressant de comprendre plus finement les émotions de façon plus naturelle pour répondre plus vite à la personne, pour être avec des personnes âgées en capacité d'aider, d'assister, mais également, il faut absolument qu'on fasse monter en compétence les utilisateurs. Et pour ça, faire des normes pour finalement l'industrie, c'est les aider à développer un marché de confiance énorme. Il y a deux notions sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, est-ce que finalement, par la force des choses, mettre trop d'éthique dans un processus de recherche et développement qui, comme vous l'avez dit, finalement est en recherche perpétuelle, est en amélioration perpétuelle, risque pas de freiner cette recherche et développement, justement? Mais je pense pas. Je pense qu'en fait, on a deux modèles devant nous qui sont le modèle américain qui galope sans précaution, le modèle chinois qui, au contraire, met des freins énormes en disant, le gouvernement dit, par exemple, les enfants n'ont pas le droit de regarder leurs écrans plus de 3 heures par semaine et le week-end. Moi, j'ai l'impression qu'on a une troisième voie avec ces réflexions d'éthique qui peut donner lieu à un marché énorme. Notre marché, on veut le préserver avec nos valeurs de dignité de l'humain, c'est savoir qu'il peut décider en ayant plus de connaissances de ce qui se passe, plus de transparence sur le système, tout en ayant un côté sécuritaire. Je vous donne un exemple. C'est pas si compliqué. Quand le système, en fait, vous profile ou prend vos données, je pourrais avoir un voyant rouge qui me dit « Ah, là, il est en train de capter des choses ». C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a imaginé comme contre-feu, c'était d'envoyer des pages et des pages de voulez-vous consentir. Alors évidemment, les gens ils ont préféré la solution première qui était de dire oui à tout. C'est plus simple. Mais on a d'autres moyens finalement. Et lesquels? Et là, par exemple, une lumière, un son, pour prévenir d'une situation qui est que la machine est en train de vous enregistrer ou manipule. Et cette manipulation-là, je suis désolée, en grandeur, on le voit arriver avec les réseaux sociaux, on pourra le voir avec les chatbots, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre humanité, c'est dangereux pour nos enfants, c'est dangereux pour les personnes âgées qui vont être en dépendance, c'est dangereux pour l'addiction, c'est dangereux pour le fait que vous allez acheter tout ce qu'on vous propose, vous allez penser, raisonner avec ce que vous voyez comme information sur les nouvelles. Donc on vous enferme dans des bulles, le métavers qui arrive derrière qu'on nous promet, ça sera encore accéléré parce que vous serez émotionnellement impliqué vu que la réalité virtuelle va vous donner en fait accès à des sensations dans ce monde virtuel. C'est fascinant. Ce serait en fait pas responsable et j'insiste bien, la responsabilité elle doit être conjointe entre les décideurs des gouvernements et les industriels et les citoyens. Ce ne serait pas responsable de ne pas penser que l'éthique c'est une formidable science pour aller vers un système, des systèmes de confiance pour tout le monde et qui soient développés en grandeur. Je pense que là, il y a un vrai sujet qui va inspirer une économie positive et une économie forte. Je comprends. Vous parlez beaucoup de différents secteurs d'activité. Vous pensez auxquels, du coup, tous les secteurs ça draine tout. Là, je travaille avec le Global Partnership on AI, c'est-à-dire en fait un partenariat mondial sur l'IA. On travaille sur le futur du travail et on fait des sondages avec des sociologues auprès de grandes entreprises partout dans le monde. Enfin là, c'est des démocraties, il y a 20 démocraties qui sont impliquées, dont le Canada, la Corée du Sud, Singapour. Enfin bon, on va très loin, l'Australie, l'Europe, plein de pays en Europe. Et on voit effectivement que ça impacte les transports, la finance, l'éducation, tout. La santé, l'énergie, tous les secteurs d'activité. Mais même en dehors de ces activités de commerce, nos quotidiens, notre intimité chez nous. Ces Google Home, ils sont chez nous. Nos enfants vont jouer avec des objets qui vont être intelligents, qui vont s'adapter et qui vont peut-être les manipuler. Veut-on ça demain? Est-ce qu'ils ont à apprendre une parole inhumaine? Est-ce qu'il ne faut pas contrôler un peu tout ça? Il me semble que là, c'est urgent. Et donc, c'est l'objet de ce rapport que vous avez rendu au Premier ministre. Et par exemple, pour terminer, il y a une application en fait, qui est par exemple celle de, à partir de vos données, de créer un jumeau numérique. Donc déjà, on peut usurper votre identité, vous avez la même voix et parler à votre place de n'importe quoi. C'est comme les deepfakes ou ces fake news qu'on voit. Mais on peut aussi faire parler quelqu'un qui est décédé. Et on l'a vu dans une série télévisée. Les deadbots, en quelque sorte. Les deadbots, voilà. Et donc, on va lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dit.
Ou, alors, si c'était le premier système, il va redire ce qu'il a déjà dit, donc je pense qu'on va s'apercevoir que c'est très pauvre, hein, donc on arrêtera sans doute. Mais si on utilise ces nouveaux systèmes qui peuvent générer en ligne des nouveaux propos, on vous donnera l'impression, c'est un leurre, que la personne, finalement, perdure avec vous dans une relation, une interaction. Et si vous mettez ça sur votre téléphone qui est dans votre poche tout le temps, comment vous allez faire un deuil ? Comment vous allez couper ce lien ? C'est impossible. Regardez sur Internet, il y a des vidéos avec donc ces idées de réalité virtuelle, où on a une jeune femme coréenne qui a perdu sa fille. La jeune petite fille est représentée en réalité virtuelle, et on entend en hologramme, et on entend les cris de douleur de la femme qui revoit son enfant. C'est un cas extrême. C'est un cas extrême, mais il existe déjà la possibilité de faire cela. Moi, je viens d'un congrès qui avait lieu à Nantes sur le deuil. On m'a interrogé sur les technologies du futur pour parler d'immortalité numérique. Le transhumanisme, qui est fort quand même aux États-Unis, prône aussi cela. Alors attention aux leurres, à la manipulation. On sait très bien que l'individu lui-même ne va pas pouvoir résister, en fait, peut-être à cela. Et en fait, se doter de ces règles éthiques, c'est consciemment, tous ensemble, essayons de créer, avec évidemment du dialogue tous ensemble, hein, ça doit être vraiment un débat sociétal qu'on devrait poser d'ailleurs pour les présidentielles, autour de ces objectifs. C'est pas à l'industrie de propulser des choses qui ont des incidences, non pas seulement pour les individus, hein, la RGPD ça gère votre liberté à vous, vos données privées, mais qui vont beaucoup plus loin que ça. Il y a une espèce de grande éthique ou d'éthique sociétale qui est que ça va bouleverser notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre connaissance, parce que ces systèmes vont générer des choses que les enfants vont apprendre sans contrôle, nos émotions, hein, et sûrement comment on va faire pour passer du virtuel au réel. Ce lien-là, on manque de recherche, on n'a pas étudié tout cela. Il y a des applications fulgurantes pour la médecine, pour les personnes âgées, pour travailler ensemble, qui sont vraiment fabuleuses, mais à une condition. Effectivement, de se doter de règles éthiques, de conscience de cela, et travailler avec les industriels sur la promotion de cela. Les erreurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas les recopier de façon augmentée dans un métavers qu'on nous promet demain. Je vous remercie, Madame De Villers, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes donc co-autrice de ce rapport qui a été envoyé au Premier ministre. Je l'avais fait avec un philosophe. Et un groupe de réflexion. Et un groupe de réflexion. Pluridisciplinaire. Je pense que c'est très important d'être à beaucoup de disciplines pour penser demain. C'est ce qu'on entend dans votre discours. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève ce JT Vu d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro, le dernier avant le prochain. D'ici là, je vous invite à consulter le site de Vu d'ailleurs. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.